Le Canada, partenaire énergétique de longue date, tourne le dos aux États-Unis. Le Canada, principal fournisseur d'énergie des États-Unis, a choqué Washington en fermant un oléoduc d'exportation de pétrole vers les États-Unis, d'une valeur de 13 milliards de dollars. Cette décision soudaine a stoppé net l'approvisionnement en pétrole et en gaz, laissant les États-Unis incapables de réagir à temps. Les prix du gaz, du pétrole et de l'électricité ont immédiatement flambé, plongeant des millions d'Américains dans des perturbations sans précédent. Comment les Américains vont-ils faire face à la hausse des prix des biens essentiels, carburant, nourriture, services publics? Tout est touché, des trajets quotidiens au vol aérien. L'industrie aéronautique subit des coûts de carburant en hausse, tandis que les secteurs du transport, de la fabrication et bien d'autres peinent à suivre face à l'envolée des prix de l'énergie. Pourquoi cette décision? Pendant des années, les États-Unis ont imposé de lourdes taxes douanières sur les produits canadiens, convaincus que leurs voisins ne riposteraient pas. Cette certitude vole aujourd'hui en éclats. Le Canada avait longtemps averti qu'une telle rupture pourrait arriver, mais Washington n'y a prêté que peu d'attention. Finalement, le Canada a opéré un virage stratégique. Non seulement il a coupé les exportations de pétrole vers les États-Unis, mais il a signé des contrats à long terme avec d'autres pays, notamment la Chine et l'Inde, les deux plus grands marchés énergétiques mondiaux. Ce n'est pas qu'une réaction politique, c'est une stratégie économique visant à réduire sa dépendance envers les États-Unis. Avec ces nouveaux accords, le Canada s'ouvre la voie pour devenir un fournisseur clé des grandes économies mondiales, en Europe et en Asie, prêt à remplacer les États-Unis. Qui prend la relève? Quand les États-Unis perdent subitement leur approvisionnement énergétique crucial du Canada, qui comble le vide, l'Europe et l'Asie ont rapidement réagi. Le Canada a conclu des accords de plusieurs milliards de dollars pour fournir pétrole, gaz et électricité à des pays en quête de sources stables, notamment l'Europe, qui cherche à remplacer les approvisionnements russes. Pendant ce temps, la Chine et l'Inde ont sécurisé des contrats à long terme pour alimenter leurs économies en pleine croissance. Les ports d'exportation et les oléoducs canadiens, autrefois tournés vers l'Amérique du Nord, redirigent désormais leurs flux vers l'Asie et l'Europe. Ce bouleversement ne secoue pas seulement les États-Unis, il redessine l'équilibre énergétique mondial. Une crise énergétique aux États-Unis. Les États-Unis font face à bien plus qu'une pénurie d'énergie. Ils perdent leur position stratégique dans la compétition énergétique internationale. Avec la fin de l'approvisionnement en hydroélectricité canadienne, des États comme New York, la Californie et le Michigan risquent des coupures de courant prolongées, surtout en hiver. Les prix de l'électricité grimpent en flèche et certaines régions envisagent des restrictions d'usage aux heures de pointe pour éviter les surcharges. Les grandes industries, automobiles, acier, agroalimentaires, réduisent leur production face aux coûts énergétiques exorbitants, menaçant des dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs dépendants de l'énergie. De nombreuses entreprises voient leurs profits s'effondrer, certaines fermant même des usines. Les Américains assistent à des changements majeurs dans leur quotidien, des prix en hausse aux opportunités d'emploi qui s'amenuisent. Un hiver énergétique glacial. Vous l'avez sans doute remarqué, les États-Unis s'approchent d'un hiver énergétique difficile. Gaz, pétrole, électricité, billets d'avion, biens de consommation, tout augmente. Les familles et les entreprises ploient sous une inflation sans précédent et tout devient plus cher que jamais. Les systèmes d'électricité et de carburant, jadis dépendants du Canada, sont désormais paralysés, rendant les efforts de Washington presque vains. Cette crise force l'économie américaine à encaisser un choc majeur, et il est difficile de prédire la suite. Quelles options restent-ils aux États-Unis pour surmonter cette situation avant qu'elle ne devienne un désastre économique total? Un accord en péril et des tensions croissantes. Un contrat de près de 19 milliards de dollars entre le Canada et les États-Unis est désormais en sursis. Donald Trump menace de punir le Canada avec une taxe de 100% sur son industrie automobile, tandis que les échanges verbaux captent l'attention des médias. Pendant ce temps, l'Europe dévoile discrètement mais ambitieusement un plan de défense de 800 milliards d'euros. La question se pose. Qui dirige vraiment le nouvel ordre sécuritaire de l'Occident? La guerre des mots entre les États-Unis et le Canada entre dans un nouveau chapitre, et les répercussions pourraient transformer durablement les relations économiques et énergétiques mondiales. Donald Trump menace l'industrie automobile canadienne. Donald Trump a directement menacé l'un des piliers économiques vitaux du Canada, son industrie automobile. Lors d'une intervention sur Fox News,
il a déclaré que si le Canada ne prenait pas de mesures pour stopper les migrants traversant la frontière nord, les États-Unis imposeraient une taxe de 100% sur les voitures canadiennes. Il laisse des milliers de personnes envahir notre pays, a-t-il averti, ajoutant « S'ils ne l'arrêtent pas, il y aura des conséquences ». Quelques instants plus tard, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a répondu avec fermeté dans une allocution officielle. Aucune pression économique ne poussera le Canada à abandonner sa souveraineté. S'ils réussissent, ils détruisent notre mode de vie. Carney a également rejeté catégoriquement l'idée, autrefois évoquée par Trump, de faire du Canada le 51e État américain, soulignant que le Canada est une nation indépendante, pas une pièce sur l'échiquier de quiconque. Cette escalade verbale a rapidement conduit à des actions concrètes. Ottawa a annoncé une révision complète de son contrat d'achat de 98 chasseurs F-35, bien que les 16 premiers appareils aient déjà été commandés. Réévaluer cet accord de 19 milliards de dollars marque un tournant stratégique majeur dans la réflexion du Canada sur son alignement militaire. Mais le Canada n'est pas seul. Le Portugal, autre membre de l'OTAN, a également annulé son projet d'achat de F-35 auprès de Lockheed Martin. Le ministre portugais de la Défense a expliqué « Nous devons réévaluer, car la politique étrangère actuelle des États-Unis pourrait déstabiliser ses propres alliés. » Le retrait simultané de 2 pays de l'OTAN du programme F-35 ne reflète pas seulement un doute sur l'avion lui-même, mais une perte croissante de confiance envers le leadership stratégique américain au sein de l'Alliance occidentale. Le Canada explore des alternatives. Plutôt que de dépendre davantage des F-35, le gouvernement canadien envisage sérieusement le Saab Gripen suédois. Les raisons sont évidentes. Coût réduit, maintenance simplifiée et capacité à opérer dans des conditions arctiques grâce à un design permettant des atterrissages sur des pistes improvisées. Équipé du missile Météor, l'une des armes aériennes à longue portée les plus avancées au monde, le Gripen n'est pas qu'une alternative technique. C'est une déclaration politique, un pas vers l'indépendance militaire vis-à-vis des États-Unis. Le Canada ne se contente pas de chercher de nouveaux partenaires. Il investit massivement dans son industrie de défense. Ce secteur génère aujourd'hui près de 10 milliards de dollars canadiens par an, dont plus de 60% proviennent des exportations, et soutient plus de 64 000 emplois hautement qualifiés. Parmi les acteurs clés, General Dynamics, fabricant des véhicules blindés LAV-6, CAE, spécialiste des simulations de vol militaire, et Magellan Aerospace, composants satellitaires et moteurs de fusée. En parallèle, le Canada signe une vague de contrats majeurs. Achat de 16 avions P-8A, possédons de Boeing pour remplacer sa flotte vieillissante de CP-140, commande de 11 drones MQ-9B Sky Guardian pour surveiller les régions éloignées et les frontières, et un contrat de 2 milliards de dollars canadiens avec l'Allemagne pour entretenir sa flotte de chars Léopard 2. L'Europe trace sa propre voie. Alors que des alliés occidentaux redéfinissent leurs priorités militaires, l'Union européenne a dévoilé une initiative audacieuse, le programme ReArm Europe, doté de 800 milliards d'euros. Ce plan vise à stimuler la production d'armes au sein du bloc, supprimer les plafonds budgétaires sur les dépenses de défense et réduire considérablement la dépendance envers les États-Unis. Selon le PDG de Rheinmetall, l'une des principales entreprises de défense européennes, il est temps de reprendre le contrôle de notre sécurité. Les dépenses de défense de l'UE pourraient atteindre 1 000 milliards d'ici 2030. Avec ces initiatives, l'Europe s'affirme et émerge comme un nouveau pôle de puissance militaire, de plus en plus indépendant de Washington. Bien que les États-Unis restent une force militaire dominante, leur rôle autrefois incontournable commence à s'estomper, surtout aux yeux de leurs alliés traditionnels. Que réserve ce paysage sécuritaire mondial en pleine mutation ? Nous suivrons cela de près. Mais l'attention s'est récemment portée sur une conférence de presse explosive de Donald Trump à la Maison-Blanche. Loin de rassurer, il a aggravé les tensions. Entre menaces de quitter l'OTAN, revirements sur les tarifs douaniers et coupes dans les aides sociales, Trump a enchaîné les déclarations choc. S'agit-il d'une stratégie politique calculée ou d'une série de décisions chaotiques ? Dans un propos controversé, il a remis en question l'engagement de l'OTAN à protéger les États-Unis en cas d'attaque, oubliant que l'article 5 avait été invoqué après le 11 septembre pour soutenir les Américains. Si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres, que je ne nommerai pas, est-ce qu'ils viendraient nous protéger ? Ils sont censés le faire, mais je n'en suis pas si sûr,
a-t-il lancé. Il a poursuivi en réaffirmant une position dure. Si un pays de l'OTAN ne contribue pas assez aux dépenses de défense, les États-Unis ne le protégeront pas. Je leur ai dit, si vous ne payez pas, on ne vous défendra pas. Je l'ai dit il y a 7 ans. Face aux critiques sur une possible violation des principes de l'OTAN, Trump a insisté. C'est du bon sens. S'ils ne payent pas, je ne les défends pas. Ces déclarations ébranlent le fondement même de l'OTAN, la défense collective. Trump envisage-t-il sérieusement un retrait, ou est-ce une tactique pour faire pression? Sur le plan économique, il a défendu ses politiques, affirmant que l'inflation n'est que temporaire et que les agriculteurs en bénéficieront. Il y aura toujours une petite interruption à court terme, mais rien de grave. Les pays et entreprises qui nous ont exploités ne sont pas ravis, mais les États-Unis et nos agriculteurs seront très satisfaits, a-t-il assuré. Pourtant, dans le même souffle, il a renversé sa propre politique tarifaire en suspendant temporairement les droits de douane sur certaines importations du Canada et du Mexique pendant 1 mois, pour faire pression sur les questions d'immigration et de trafic de fentanyl. Je leur ai dit, c'est un accord à court terme. Ils m'ont demandé hier un coup de pouce sur les tarifs à cause de la rapidité, et j'ai répondu. Je le fais, mais ne revenez pas après le 2 avril, je ne veux plus en entendre parler après ça. Ce va-et-vient incessant sur les tarifs plonge les entreprises dans l'incertitude. Trump protège-t-il vraiment l'économie américaine ou sème-t-il davantage de désordre? L'un des moments les plus déroutants de la conférence est survenu lorsqu'il a signé une proclamation pour le mois de l'histoire des femmes, affirmant que son administration avait beaucoup fait pour elles, une déclaration qui a suscité des réactions mitigées face à ses autres prises de position. En l'honneur des femmes et des controverses. Trump et Musk sous le feu des critiques. À l'honneur de toutes les femmes admirables de votre administration, de toutes les femmes en Amérique, et de tout ce que vous avez accompli pour elles en à peine 1 mois et demi. Oui, beaucoup a été fait. Mais la réalité est plus sombre. Il a récemment annoncé qu'Elon Musk superviserait des licenciements massifs dans le gouvernement fédéral, touchant les vétérans, les bénéficiaires de la sécurité sociale et les projets d'infrastructure. Elon et son équipe vont surveiller, et s'ils peuvent couper, tant mieux. Sinon, Elon s'en chargera, a-t-il déclaré. Cela annonce des suppressions d'emplois massives, potentiellement désastreuses pour des millions d'Américains. Trump mène-t-il des réformes nécessaires ou précipite-t-il les États-Unis dans une nouvelle crise? Un marché en chute libre. La bourse américaine plonge. Le Dow Jones a chuté de 850 points, le Nasdaq de 3,1%. Les politiques tarifaires de Trump suscitent de vives critiques, même de la part de Fox News, autrefois fidèle allié. Est-ce que le signe avant-coureur d'une récession? Le 15 mars, alors que les marchés s'effondraient, Trump vantait dans une interview l'achat de sa nouvelle Tesla. « Je l'aurai à la Maison-Blanche, mon équipe pourra l'utiliser, j'adore conduire, mais je n'ai pas le droit. » ici, ici. Pendant qu'il s'extasiait sur sa voiture, l'économie américaine vacillait. Le Dow Jones enregistrait l'une des pires séances de 2025. Le S&P 500 dégringolait de 2,3%, affectant les retraites et investissements de millions d'Américains. Le rendement des obligations d'État à 10 ans grimpait à 4,9%, alimentant les craintes de récession, alors que des milliards s'évaporaient des marchés. Les tarifs de Trump, un luxe personnel, un cauchemar économique. Trump défend ses tarifs, affirmant qu'ils ramèneront des emplois en Amérique. Mais les marchés racontent une autre histoire. Le Nasdaq a perdu 3,1%, les valeurs technologiques s'effondrant sous les coûts d'importation en hausse. Apple et Tesla ont vu leurs actions chuter de 5,6% et 4,8%, les inquiétudes sur les chaînes d'approvisionnement s'intensifiant. Walmart a averti que les tarifs entraîneraient des hausses de prix, touchant directement les consommateurs américains. Même Fox News n'a pu ignorer les dégâts. Un reporter a lancé « Ces politiques plongent les marchés dans le chaos et exposent les États-Unis à un risque de récession. » Une défense bancale à la Maison-Blanche. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole de Trump, Karoline Leavitt, a tenté de justifier les tarifs. Ce ne sont pas des hausses d'impôts, mais des réductions pour les Américains. Un journaliste de Fox News a rétorqué immédiatement « Avez-vous déjà payé un tarif parce qu'il ne frappe pas les pays étrangers, mais les entreprises et consommateurs américains ?» Selon l'American Enterprise Institute, AEI,
88% des tarifs sur la Chine sont payés par les Américains. Depuis les dernières mesures de Trump, les prix des importations ont bondi de 17% et l'inflation de base a grimpé de 5,2% sur un an, en partie à cause des coûts tarifaires. Déstabilisé, Levitt a bredouillé. Je pense que vous insultez mes connaissances économiques. Même Fox News, jadis soutien indéfectible de Trump, ne croit plus au discours économique de son administration. Une rupture avec Fox et des doutes croissants. Après cette chute brutale des marchés, certains commentateurs de Fox News ont publiquement critiqué les politiques économiques de Trump. Un correspondant senior a résumé « Ces décisions désastreuses menacent l'économie. Les tarifs, censés renforcer l'Amérique, semblent au contraire la fragiliser, et le soutien médiatique s'effrite. » Pendant ce temps, Trump reste focalisé sur son luxe personnel, sa Tesla flambant neuve, tandis que les Américains s'interrogent. Ces politiques sont-elles une réforme audacieuse ou une bombe à retardement? Peter Doocy a déclaré « Même les alliés les plus proches de Trump désapprouvent sa stratégie tarifaire. Nous assistons à un choc sur les marchés, provoqué par l'instabilité de son administration. Pendant ce temps, les données de la Réserve fédérale, Fed, révèlent que la probabilité d'une récession aux États-Unis en 2025 est montée à 65%, alimentée par l'incertitude des politiques commerciales. Le chômage a grimpé à 4,6%, voire 6%, et de nombreuses petites entreprises commencent à supprimer des emplois. La confiance des consommateurs est au plus bas depuis 18 mois, les Américains s'inquiétant pour leur avenir financier. Les investisseurs vendent massivement leurs actions, craignant une crise économique grandissante. Interrogé sur ses préoccupations, Trump a balayé les inquiétudes d'un vague. If they're going to make a deal, then we're never going to put secondary tariffs. So they have a great, long and successful life. Même Fox News, autrefois fervent soutien de Trump, ne peut plus le défendre. Le Canada riposte aux tarifs américains. Un coup dur pour l'économie des États-Unis. Les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada atteignent un sommet historique. Les États-Unis ont imposé des tarifs records et le Canada a répondu avec force. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est la carte stratégique que détient le Canada, son énergie. Peu de gens réalisent que le Canada est le principal fournisseur de pétrole brut des États-Unis, principalement issu des sables bitumineux de l'Alberta. Les raffineries du Midwest sont conçues pour traiter ce pétrole canadien, pas celui de Russie ou du Moyen-Orient. Au-delà du pétrole, le Canada est aussi le deuxième fournisseur de gaz naturel des États-Unis, grâce à un vaste réseau de pipelines. Ces exportations énergétiques sont vitales pour les industries américaines depuis des décennies. Mais que se passerait-il si le Canada réduisait ses livraisons en réponse aux tarifs américains? Les conséquences économiques pourraient être désastreuses. La stratégie de représailles en 2 phases du Canada. Le Canada ne se contente pas de brandir la menace énergétique. Il a élaboré une riposte tarifaire calculée. Phase 1, une taxe de 25% sur 30 milliards de dollars de biens américains, ciblant des produits essentiels comme la nourriture, les vêtements et les articles ménagers. Cela touche directement la vie quotidienne des Américains, augmentant la pression sur les entreprises et les décideurs politiques. Phase 2. Un coût encore plus rude, avec des tarifs sur 125 milliards de dollars de marchandises américaines. Cette fois, le Canada vise des secteurs clés, l'automobile, voitures, pièces détachées, véhicules électriques, l'acier, l'aluminium et l'agriculture, causant des pertes majeures dans les États agricoles américains. Ces mesures menacent de déstabiliser des industries entières, tandis que les consommateurs américains se préparent à une hausse des prix. Impact sur l'industrie automobile. L'un des secteurs les plus touchés est l'automobile. Depuis des décennies, les États-Unis et le Canada partagent une chaîne d'approvisionnement intégrée pour les composants essentiels. Batteries de VE, capteurs, châssis, moteurs. Perturber ce flux entraîne une flambée des coûts de production pour les constructeurs américains. Les experts prévoient une hausse des prix des véhicules de plusieurs milliers de dollars, affectant directement les consommateurs. Les véhicules électriques, VE, sont particulièrement vulnérables, car des matériaux cruciaux comme le nickel, le lithium et le cobalt proviennent du Canada. Plus inquiétant encore, le Canada envisage de se tourner vers de nouveaux partenaires comme l'Europe, la Chine ou la Corée du Sud pour le commerce automobile et des VE. Si cela se concrétise, les États-Unis risquent de perdre leur position de leader mondial dans ce secteur.
Les États-Unis accepteront-ils ces pertes économiques juste pour maintenir leurs tarifs? Réaction publique et politique au Canada. Étonnamment, le public canadien ne recule pas face à cette tension commerciale. Contrairement à autrefois, les Canadiens soutiennent massivement la réponse ferme de leur gouvernement. Des sondages récents montrent que plus de 70% approuvent les mesures de représailles, reflétant un sentiment fort. Si on nous attaque, nous riposterons. Le gouvernement canadien n'est pas seul dans ce combat. Les industries canadiennes cherchent activement de nouveaux marchés en Europe et en Asie pour réduire leur dépendance aux États-Unis. Certains politiciens canadiens appellent même à une coopération renforcée avec l'Union européenne, UE, et les nations de l'Asie-Pacifique pour contrebalancer la pression américaine. Si le Canada réoriente ses partenariats économiques, les États-Unis pourraient perdre un allié commercial clé. Politiquement, c'est un tournant. Les leaders canadiens ne se positionnent plus comme des partenaires passifs, mais envisagent des liens plus étroits avec l'Europe, l'Asie et d'autres blocs économiques. Cela pourrait redéfinir le paysage économique nord-américain et affaiblir la domination des États-Unis dans le commerce régional.